Bonjour Elodie, écoute, nous allons avec Marie-Fleur faire cette petite vidéo que je vais pouvoir t'envoyer. Je pense que tu vois un petit bébé dans mes bras, c'est mon petit-fils qui vient de naître le 5 février, le fils à Marie-Fleur qui t'embrasse aussi très fort. Voilà, allez, je pars pour la lecture. Je m'appelle Elodie. Je m'appelle Elodie, je viens de sortir de ce salon de tatouage allégé. Sur mes épaules, une envolée d'hirondelles gravée sur ma peau, incrustée dans ma chair. Elles prennent leur essor au bas de ma nuque pour s'élever sur l'arrondi de mon épaule. J'ai senti l'aiguille du tatoueur à chaque courbe des ailes, à chaque naissance. Elles sont nées dans la douleur, sur mon corps prison, qui à cet instant devient terre de liberté. Elles partent pour des pays auxquels je rêve. Elles sont en moi, je suis en elles. Je suis aérienne, légère, oiseau. C'est que je suis née si vite, si tôt, si en avance, si minuscule, si différente. Je m'appelle Elodie et j'habite dans un corps cage, dans un corps barricadé. À cet instant, personne ne le sait encore vraiment. Sauf les médecins qui m'auscultent, comprennent déjà, se taisent, attendent. Ma mère s'accroche à ma vie, s'illusionne sur ma naissance prématurée à 6 mois de grossesse, pense que mon retard sera comblé. 3, 4, 5, 6 mois passent. Elle guette, perçoit des progrès qui n'existent pas. Mon père est là, dans toute sa force, tous les deux, dans leur amour infini, dans leur présence constante, dans ce cataclysme. J'escamote la place d'aîné à mon frère, je prends tout l'espace, tout le temps, toute l'inquiétude. À chaque visite chez le pédiatre, il constate ma raideur, la mobilité absente. Il voit dans mes yeux mon intelligence. Je souris, je communique avec des cris, des rires. Ma mère écoute les mots qui fuient sa tête. Elle espère, comme une mère espère, c'est-à-dire toujours, envers et contre tout, contre tous. C'est peut-être à mon 9e mois que le médecin se plante devant mes parents pour prononcer le mot si redouté, si repoussé depuis des mois, handicapé. Et la sentence prononcée, plus rien ne l'arrête. Non, elle ne marchera pas. Non, ses bras ne bougeront pas. Non, elle ne mangera pas. Seule, jamais. Non, non, non. Chaque non qui verrouille mon corps poignarde ma mère. Mon père se fait roc. Votre fille est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, maladie de Little quadriplégique, spastique. Les 4 membres sont atteints. Un oui d'espoir au bout de sa tirade. Elle aura du mal à parler, mais elle est éveillée, intelligente, consciente. Certaines opérations pourront l'aider, peut-être, assouplir ses muscles. Plusieurs hospitalisations suivront. Comment ont fait mes parents? Je ne sais pas. Plus tard, ma mère parlera d'électrochoc, d'injustice, de rage, de colère, de résistance aussi, et d'amour, au-delà de tout. Je grandis, ma mère lit dans mes yeux, devance mes besoins, se procure tous les livres sur l'éducation des enfants comme moi, elle plonge dans un univers inconnu, invente des jeux pour me stimuler, m'apprendre les mots, son imagination n'a pas de frontières, elle cherche, se documente, je la dévore. Nous vivons ensemble, collés l'une à l'autre. Je ne suis pas encore accouchée, nous sommes indivisibles. Je pense que mon frère n'a plus accès à ma mère. Elle se partage pourtant, enfin elle essaie. Mais que reste-t-il pour lui dans cette division faussée, inégale? J'ai 3 ans, et la séparation, mon autre naissance, celle que je dois bâtir, arrive. J'entre dans un premier centre de rééducation conçu pour me faire grandir, me conduire à une forme d'indépendance. Je rencontre mon monde, le monde de la différence, car chacun son handicap, le monde du courage, car chacun sa lutte, le monde du rire, car chacun son humour. Je suis entourée, encouragée, je découvre l'amitié, le rire, la bonne humeur, je m'aperçois très vite que d'une seule phrase, je provoque des sourires,
Je peux aussi me défendre et choisir des mots flèches. Je prends conscience de qui je suis. Je me détache de ma mère. Je nais à ce moment-là. Nos vies soudées se désunissent. L'accouchement est douloureux, sans doute plus pour elle que pour moi. Elle n'en parlera jamais, elle ne sait que combattre, serrer les dents. Ma personnalité se construit. Je suis gaie, enjouée. Mes parents veillent sur moi, mes grands-parents m'entourent, mon enfance est heureuse. Mon frère cède sa place, mais je ne le sais pas encore. Il m'aide de sa bienveillance, mais il s'efface, il s'écarte, silencieux. Je n'ai pas la capacité de comprendre sa souffrance. J'envie juste sa mobilité, sa normalité. Lui, pas moi. Pourquoi ? Et puis encore, ce jour de prise de conscience, oui, la petite fille de notre voisine, née bien après moi, ce bébé dans sa poussette, ce bébé marchait. Les premières questions douloureuses à ma mère, pourquoi ? Et moi ? Quand ? La vérité en gifle, cette même gifle que ma mère avait reçue du médecin. Voilà qu'il fallait qu'elle me la donne, me la transmette, aussi forte, aussi injustifiée, aussi cruelle, aussi nécessaire. Car jamais personne ne m'avait dit que j'allais marcher, être comme les autres. C'est dans ma tête que ce miracle prenait sa source. J'avais l'obstination de l'enfance, c'est-à-dire espérer demain. L'école me porte encore, étudier me plaît. Je me sens malgré tout à égalité avec les enfants de mon âge. J'apprends comme eux, et dans la piscine entourée de bouées, je peux jouer avec eux. Je suis légère dans l'eau, je ressens la fatigue de l'exercice en plein air. Et puis nous vivons dans un village, tout le monde me connaît, s'arrête vers moi, me parle. Je grandis. J'ai une grande vitalité, une grande joie en moi qui étonne tout le monde. Ma mère veille à mon apparence, je choisis mes vêtements, elle me maquille, mes ongles sont impeccables, j'aime les bijoux, je suis à la mode. On me complimente, je ne veux aucun regard de pitié. Je veux que l'on oublie mon fauteuil, je veux m'élever, être au-dessus de l'handicap. Mais là encore, tout bascule. J'ai 16 ans, je réalise que mon avenir sera différent. L'enfance s'éloigne et la réalité rattrape la jeune adulte que je deviens. Cet amour que je vois dans les films, ces romans que je lis, cette famille que je rêve de fonder, tout cela me semble inaccessible, irréel. J'observe ma mère, fine, blonde, dynamique, je la hais. Je me tais, bien sûr, je comprends son dévouement, mais je ne la supporte plus. Elle, de son côté, déchiffre ma révolte, devine mon mal-être, et pour la première fois, mesure son impuissance. Pour la première fois, elle pose un genou à terre. Tous les livres, tous les psychologues restent impuissants envers sa douleur, envers la mienne. Je voudrais manger, remplir de tout ce que je n'ai pas. Des fêtes, du sucré, du chocolat, des bonbons, des gâteaux qui m'apportent cette douceur de vivre. Manger, c'est vivre, c'est me remplir ce dont je suis dépossédée. Ma mère reste vigilante, elle équilibre mes repas, elle sait qu'une prise de poids serait un risque supplémentaire pour ma santé. Elle m'interdit donc les sucreries, et comme c'est sa main qui me nourrit, je n'ai aucun pouvoir. Ma colère gonfle, elle est la cible de mes mots tueurs, de ma révolte. Nous nous affrontons, je l'accuse de ma naissance, de ne rien comprendre, de méchanceté. Elle m'explique mon régime, elle réexplique encore et encore, mais mon agressivité enfle, déborde. Je n'ai donc droit à rien. Elle reçoit les coups, mais reste calme et ferme. Je ne sais pas qu'elle est épuisée, je sais juste que je la déteste, je les hais tous d'ailleurs, ceux qui me croisent en évitant mon regard, ceux qui s'adressent directement à ma mère comme si je n'étais pas là, comme si le fauteuil m'avait privé de bon sens, d'intelligence, comme si j'étais invisible, comme si je n'étais rien. Vous voulez vous faire disparaître ? Asseyez-vous dans un fauteuil roulant, effet garanti. Je deviens tyrannique, coléreuse, despote, dictateur, cynique, insupportable. À 18 ans, je réclame mon indépendance, ma liberté. Je revois ma mère s'asseoir, elle se tait. Depuis quelque temps, nous n'arrivons plus à communiquer. Au moindre mot, j'explose. Je me sens incomprise, elle se sent dépassée, perdue. Mon père parle d'aménagement d'appartement. Il nous soutient toutes les deux, relance le dialogue et ma nouvelle route se dessine. J'y suis, oui, j'y suis, dans cet appartement, dans mon indépendance, dans mon autonomie,
que je vous explique ce que j'appelle mon autonomie. Je vis avec une auxiliaire de vie. Je reste et je resterai toujours dépendante de la vie. Ma première liberté se heurte à la personnalité de mes aides. Le métier est difficile, il faut être là sans être là, attentive mais discrète, conciliante mais ferme, et comprendre très vite que nous ne sommes pas amis, que nous devons faire un chemin ensemble. Je quitte juste le monde doré que ma famille avait construit pour moi, cette famille où tous m'aimaient, m'entouraient, me protégeaient. Et voilà que je suis confrontée au mensonge, à la duperie, à la méchanceté, à celle qui fait semblant de ne pas m'entendre et qui me fait attendre pour des besoins essentiels, à celle qui souffle pour me soulever, à celle qui me fait la tête parce que son travail est trop ingrat, à celle qui s'imagine faire ce qu'elle veut parce que je suis jeune, celle qui me croit stupide. C'est ma première leçon de vivre ensemble, ma première confrontation à la vérité humaine. Alors je mange. Je mange et l'auxiliaire me donne, me gave, partage avec moi, parce que son rôle est là aussi mal défini. Peut-elle dire non? N'est-ce pas plus facile de me dire oui, de diviser les barres de chocolat, les parts de gâteau? En dévorant, je vis, je me révolte, je me rebelle, je brise l'interdit de ma mère. La différence, c'est qu'une fois partie, mon assistante peut faire du sport, bouger, se dépenser. Moi, j'emmagasine les calories uniquement. J'ai une autorité sur mes aides, j'ai un caractère impossible, l'indépendance dérape dans la boulimie. Chaque visite de ma mère est un drame. Elle voit que je grossis, que c'est dangereux pour moi, elle me le dit, me le redit, me le crie. Je ne veux plus la voir, je suis chez moi, tout explose. Le médecin qui me suit depuis toujours vient m'expliquer le risque que je prends à me comporter ainsi. Je pleure d'impuissance, je pleure d'incompréhension, je pleure des larmes que les autres doivent sécher sur mes joues. Et puis, comme un miracle, je trouve un poste de surveillante dans ce collège François Mansart, une ZEP où des enfants émigrés apprennent le français. Cette prime à l'embauche d'un handicapé va en ma faveur. Les enfants m'accueillent avec une curiosité non feinte. Ils me posent toutes les questions. Leur franchise et leur envie de connaître ma vie me réchauffent le cœur. Je suis quelqu'un, mais comment fais-tu ? Et je réponds, et ce que je croyais impossible arrive. Ils m'admirent. Je m'ouvre. J'explique mes difficultés, et de confidence en confidence, eux s'en trouvent. Ils me livrent leur quotidien. Pour certains, la misère, les coups, la drogue. J'étais dans un cocon. Eux sont en enfer. Il faut savoir que chaque conversation m'oblige à une concentration extrême. Écouter, enregistrer, répondre est à chaque fois un exercice épuisant. Mon cerveau parasité reste lent, même si je comprends tout. Malgré une vivacité d'esprit, il me faut un temps pour m'exprimer. Je tiens le coup car ma chance c'est ce projet, cette communication, cette confrontation aux autres handicaps qui ne se voient pas, mais qui détruisent encore plus fort. Donner de mon écoute, oui, donner. Moi qui pensais n'avoir rien à apporter. On m'attend, on aime mon humour, on m'apprécie. C'est une jolie période de ma vie. J'ai gagné sur le fauteuil. On me voit, j'existe. Au secrétariat, je peine à faire un courrier, malgré les ordinateurs adaptés. Je fatigue, j'ai sans doute visé trop haut, trop fort. Mon CDD se termine, je suis épuisée. Je mange, je pleure, je glisse. Les médecins me prescrivent des antidépresseurs, je parle à des psychologues, la vie n'a plus de couleur, plus de sens. Je suis toujours entourée de ma famille, mais ce n'est plus suffisant. Mon frère part en Allemagne pour suivre ses études, pour suivre son futur, pour fuir son présent, fuir la maison, me fuir peut-être. Je le comprendrai bien plus tard, bien plus tard. Je grossis encore, je respire mal, je tombe malade insidieusement, je suis essoufflée, sans même bouger, ma peau devient rouge, tendue, je ne me reconnais pas dans mon miroir, je n'ai plus envie de vêtements à la mode, de nouveaux rouges à lèvres. Une nuit, je ressens des palpitations, je peux à peine respirer, on me parle d'obésité morbide. Je ressens la mort, elle rôde. En tous les cas, c'est ce que je perçois. Je ne lutte pas, j'attends une délivrance. Cette nuit,
des douleurs violentes dans le ventre, les infirmières autour de moi. Et je veux vivre. Vivre comme je suis, mais vivre. Revoir ma famille, aimer, parler à mon frère, nous avons tant de choses à nous dire. Embrasser ma mère, mon père. C'est un peu dur là. Excuse-moi, Elodie. Jouer avec mon grand-père qui m'a toujours soutenue. Sentir le parfum des gâteaux dans le four de ma grand-mère. Je ne veux plus m'en aller. Tout bas, je demande pardon. Je promets de m'accrocher. Cette prière, je ne sais si elle s'adresse à Dieu. Je ne sais si je suis encore vivante, si je délire, si je suis déjà partie le lendemain matin, affaiblie mais consciente de vouloir retenir ce souffle de vie. En moi, j'accepte l'opération, une sleeve. Je remercie, je prie, je me réconcilie avec moi-même, j'implore Dieu, moi qui l'ai insulté, détesté, méprisé, cette fois ne me quittera plus. Je sors de l'hôpital, mais pas encore de ma dépression. Et voilà qu'elle m'attend. Guinée, chienne accompagnatrice. Elle détecte mes moindres humeurs, mes moindres désirs. Elle veille sur moi, me regarde comme seul un chien sait regarder, en profondeur, en amour, en patience, en joie. Elle ignore les barricades de mon corps, elle pose sa tête sur mes genoux, je lui parle, et mes mots sont les caresses que je ne peux lui donner. Je parle de guinéthérapie. Je suis obligée de la sortir, de la faire courir. Elle m'impose un emploi du temps. Je dois veiller sur elle, comme elle veille sur moi. Il y a égalité, partage, comme avec les enfants de l'ASEF. L'envie de vivre me rattrape, me possède, ne me quittera plus. Je reprends mon alimentation, je reviens vers mon miroir. La bonne humeur me gagne, je sors, je me lie d'amitié. Ma mère reste près de moi, discrètement, comme un souffle léger. Nous communiquons, la compréhension s'installe entre nous. Je revois mon frère, nos cœurs s'ouvrent, se confient, j'avance. Je rencontre Romain au cinéma. Nous échangeons nos handicaps, sont différents. Il y a chez lui une lenteur, une maladresse au niveau des bras, mais il marche. Il promène Guinéen avec moi. Nous parlons de nos difficultés, bien sûr, mais très vite de nos loisirs, de ce que nous pourrions faire demain. Il recherche de plus en plus ma compagnie, je le fais rire. Romain a des yeux bleus magnifiques, je le lui dis. Il s'approche de ma bouche, il ouvre mes lèvres d'un doigt caressant, il m'embrasse, sa main sur mes cheveux, il me dit que je suis belle, mon cœur s'affole, je crois que j'ai pleuré. Mon assistante de vie nous laisse tous les deux et discrètement passe dans la pièce à côté. Avec le temps, j'ai trouvé la paix. Très dur ton histoire. Elle m'accompagne, mais ne guide plus nos vies. Ne me la dicte pas. Les voilà les lignes qui vont sans doute vous gêner, peut-être même vous heurter. La main chaude et tendre de Romain ouvre mon corsage. Il reçoit mon sein, ma féminité. Il me dévoile son sexe en érection. Il me désire. Oui, moi, il me désire, me le dit. Je panique, il rassure. Ce moment à la fois magique et improbable. Il demande à mon assistante de vie de l'aider à me déposer sur le lit. Elle accepte et passe dans la pièce à côté. Romain me dénude, me fait découvrir mon corps. Je ne peux rendre les caresses, mon désir passe par mes baisers, mes mots. Il me demande de consulter un gynécologue, nous ne pouvons risquer une grossesse. Nous sommes devant le médecin, nous demandons un moyen de contraception. Il nous regarde, il m'observe surtout, et dans ses yeux je lis « Est-ce possible ?» Nous venons de toucher au tabou de la sexualité des handicapés. Il en est atteint, malgré sa formation, son intelligence. Il se reprend, nous explique, il avance avec nous et par nous sur le terrain délicat de la sensualité, du plaisir, du désir, de l'amour physique. Je repars avec une ordonnance, comme vous. Romain s'empare de mon corps, lui donne une vibration, une liberté, un orgasme semblable au vôtre. Nous imaginons, nous inventons nos débats amoureux comme vous créez votre entente sexuelle avec votre mari, fiancé ou partenaire. Il n'y a pas de sexualité handicapée. Sur ce domaine, les seules barrières sont dans les têtes. Souvenez-vous de votre chemin
vers le corps de l'autre, eh bien dites-vous que nous avons eu le même et que s'aimer avec les corps que nous avons, que nous acceptons, est notre fenêtre ouverte au bonheur, à la plénitude, comme vous. J'ai renoncé à la maternité. Ne dites pas, bien sûr, la femme handicapée peut être accompagnée, mais je sais ma dépendance et je ne veux pas entraîner un enfant sur ce parcours. Mes neveux me comblent. Le monde évolue, je vous ai bousculé, mais vous m'avez lu jusqu'au bout, alors un jour, à la croisée d'un chemin, nous allons nous rencontrer et votre regard ne se détournera pas et vous allez me saluer comme vous saluerez ma mère à mes côtés ou mon assistante. Je ne serai pas transparente, vous me poserez des questions et vous écouterez mes réponses. Vous m'aiderez peut-être à atteindre une revue posée trop haut. Vous m'ouvrirez une porte. Votre enfant innocent me demandera pourquoi je suis en fauteuil et vous n'empêcherez pas sa curiosité. Un jour, nous vivrons ensemble et nous saurons nous découvrir, nous accepter. Je m'appelle Élodie. Et une hirondelle de mon épaule vient de se poser doucement sur la vôtre. Voilà.